Bonjour, je suis Nicolas Joram, je suis praticien hospitalier au CHU de Nantes en réanimation pédiatrique et je vais donc vous présenter l'intérêt théorique, les indications et les modalités pratiques de l'humidification en ventilation non invasive. Je tiens à remercier le professeur Marty Ponce qui nous a laissé à disposition ces diaporamas d'enseignement dont je me suis largement inspiré pour cette présentation. Alors pour bien comprendre l'intérêt d'humidifier les gaz en ventilation non invasive, il faut comme toujours bien comprendre la physiologie. L'organisme, comme vous le savez, est doté d'un système de conditionnement de l'air qui va permettre tout au long de l'arbre respiratoire de réchauffer et d'enrichir en eau l'air inspiré. Ceci est possible notamment grâce à une muqueuse des voies aériennes supérieures très richement vascularisée. Prenons ici l'exemple d'un homme qui inspire l'air de la pièce à 22 degrés, qui contient une hygrométrie de 10 mg d'eau par litre d'air, soit une humidité relative de 50%. Une fois arrivé au niveau du pharynx, la température de l'air sera déjà de 32 degrés et l'hygrométrie sera montée à 31 mg par litre, soit 90% d'humidité relative. Et donc vous voyez ici déjà l'importance des voies aériennes supérieures. Au niveau de la trachée, la température est montée à 36 degrés pour une hygrométrie à 42, soit une humidité relative de 100%. Et lorsque l'air arrive au poumon, il arrive à la température du corps, 37 degrés, et au niveau degré d'hygrométrie requis qui est de 44 mg par litre. Alors, à noter, chose très importante, que ceci est vrai si la respiration nasale est possible. Le conditionnement de l'air, attention, au niveau buccal est beaucoup moins efficace. Nous y reviendrons. Alors pourquoi c'est si important que cet air soit humidifié? Eh bien tout simplement parce que si l'hydratation n'est pas suffisante, le mucus devient collant, inhibant les mouvements ciliaires et donc ralentissement le transport ou la clairance mucociliaire. Très rapidement, ceci va même conduire à des lésions de l'épithélium des voies aériennes par le biais d'une réaction inflammatoire. Alors ceci aura des conséquences qui sont relativement évidentes si les sécrétions stagnent. Ceci va augmenter les résistances des voies aériennes respiratoires, donc augmenter le travail respiratoire. Et dans le cadre de la ventilation non invasive, la transmission des pressions délivrées par le respirateur aux voies aériennes sera moins efficace. Et dernier point qui est là encore assez intuitif, c'est que l'accumulation des sécrétions va faire le lit de la colonisation bactérienne et donc des infections pulmonaires. Alors, pourquoi faut-il humidifier les gaz en VNI? Lorsqu'on est en ventilation invasive, la question ne se pose pas. Euh, les voies aériennes supérieures sont chantées par la sonde d'intubation ou la canule de trachéotomie, et donc le système d'humidification naturelle ne peut pas fonctionner. Lorsqu'on est en VNI, les gaz finalement passent par les voies aériennes supérieures, et donc par le système d'humidification naturelle, et donc on pourrait imaginer que ça puisse suffire. Mais nous allons voir que cette idée est fausse dans un bon nombre de cas. La première raison, c'est que en l'absence d'humidification, la VNI va insuffler de l'air froid et sec, et que le débit de gaz insufflé va très rapidement dépasser les capacités d'humidification physiologique. Ceci est d'autant plus vrai s'il y a des fuites sur le circuit, buccal ou autres, qui vont devoir être compensées par une augmentation de débit, en particulier sur les respirateurs portables et respirateurs de domicile qui, vous le savez, ont une capacité de compensation très importante des fuites. La deuxième raison est que dans bon nombre d'indications de VNI, le patient est en détresse respiratoire. Ceci a deux conséquences. La première, c'est qu'en cas de détresse respiratoire, naturellement, le patient va ouvrir la bouche. Or, nous avons dit que la respiration buccale était moins efficace en termes de humidification. D'autre part, cette ouverture de bouche va créer une fuite dont on a dit qu'elle était également source d'inconfort, en particulier par la majoration des débits du respirateur de VNI. Ensuite, la détresse respiratoire en elle-même va s'accompagner d'une augmentation des volumes de gaz inspirés. Et là encore, on va rapidement dépasser les capacités d'humidification de l'organisme. Alors tout ceci va conduire premièrement à une déshydratation des muqueuses, une congestion des voies aériennes supérieures, en particulier au niveau nasal, une sécheresse des muqueuses et une bronchoconstriction.
Ceci sera tout d'abord source d'une augmentation du travail respiratoire et deuxièmement source d'inconfort à la fois par la sensation directe d'inflammation, de sécheresse au niveau du nez et de la gorge, qui est extrêmement désagréable, et à la fois par augmentation de ce travail respiratoire, qui est lui très très anxiogène pour les enfants. Alors bien évidemment, ces facteurs sont des risques majeurs d'échec de VNI que nous voulons éviter bien entendu à tout prix. Alors il existe des preuves dans la littérature pour supporter l'intérêt de l'humidification de la VNI. Je vous donne ici un exemple chez les adultes sains à qui on a posé une VNI nasale et chez qui on a créé une fuite buccale intermittente qui, on l'a dit, est source d'inconfort pour les patients. Donc il s'agit d'une méthode en crossover. Les patients vont recevoir successivement un traitement avec ou sans humidification. En revanche, l'ordre des traitements est tiré au sort. Dans cette étude, ils évaluent le confort avec une échelle de 0 à 10, 0 étant le plus inconfortable et 10 le plus confortable. Et donc vous avez dans ce tableau les résultats en fonction de l'humidification ou non et en fonction du moment avant, pendant ou après la création de la fuite buccale. Et donc vous voyez dans ce tableau que la sensation de confort, quel que soit le moment par rapport à l'introduction de la fuite, est toujours meilleure quand le patient reçoit des gaz humidifiés. Alors, quelles sont les indications que l'on retient pour l'humidification des gaz en ventilation non invasive? Bon, un certain nombre sont incontournables, sont absolus. C'est par exemple le patient qui est dans l'incapacité de drainer correctement ses sécrétions. Il est bien évident qu'on fera le maximum pour essayer de l'aider en fluidifiant ses sécrétions. De la même manière, si les sécrétions sont épaisses du fait de sa situation pathologique, je cite par exemple les patients qui ont une mucoviscidose, qui sont déshydratés, là encore c'est évident. Si le patient est en détresse respiratoire, a fortiori détresse respiratoire hypoxique également, et si la VNI est prolongée. Ensuite, il y a des indications un peu plus relatives. Si le niveau de pression est élevé, ceci sera source de fuite, dont on a vu qu'elles étaient un facteur de risque de déshydratation et d'inconfort. Donc ce sera probablement une indication. Si l'on apporte de l'oxygène sur un respirateur portable, un respirateur de domicile, d'autant plus si le débit d'oxygène est élevé. Petite note au passage, bien penser toujours lorsque vous administrez de l'oxygène sur ce type de respirateur. La plupart du temps, ceci se fait à l'aide d'une pièce en T. Il faut le faire toujours en amont de l'humidificateur. Une fois qu'on a dit ça, je pense quand même que les indications d'humidification doivent être extrêmement larges. On peut même dire, je pense, pour tous les patients. Alors, quels sont les systèmes que nous avons à notre disposition? Les premiers sont les filtres échangeurs de chaleur et d'humidité. Ensuite, il y a les bains d'eau réchauffés. Et il y a les systèmes qu'on connaît le mieux dans les services de réanimation, que sont les humidificateurs chauffants, avec le circuit qui est lui-même réchauffé. Alors, les filtres échangeurs de chaleur et d'humidité. On va d'emblée classer le dossier. Le système n'est pas suffisamment efficace en termes d'humidification, notamment lorsque les débits de gaz sont élevés. Ils impliquent une augmentation des résistances, de l'espace mort du circuit. Et puis lorsqu'on est dans le cadre d'une VNI avec un système monobranche, vu que l'expiration dans ce cas-là se fait par des fuites, le gaz expiré ne viendra pas imprégner le filtre en vapeur d'eau et donc tout le système perd en efficacité. Donc on peut dire que c'est pas adapté en ventilation non invasive. Alors les systèmes de bain d'eau réchauffée, donc qui sont des systèmes d'humidification assez simples, présentent quand même des inconvénients. Le premier, c'est un risque de surchauffe. Qui dit surchauffe dit risque de condensation au niveau du circuit ou au niveau de l'interface. Et également, le risque bactérien est non négligeable. Alors, les systèmes que nous connaissons le mieux et qui sont clairement les plus adaptés, les plus efficaces, sont ces systèmes d'humidificateurs chauffants qui permettent de réchauffer à une température constante. La condensation dans le circuit est clairement moindre qu'avec les autres systèmes et le risque infectieux
est également mieux contrôlé. Pourquoi ce risque infectieux est-il diminué? Lorsqu'on compare les bains d'eau réchauffée et les humidificateurs chauffants, la taille en fait des gouttelettes d'eau qui sont aérosolisées est différente. Elle est plus grosse dans le cas des bains d'eau réchauffée, avec donc un risque de transmission infectieuse par ce biais-là qui est plus important qu'avec les humidificateurs chauffants. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de la formation. Au revoir.